commencer la soirée par vous présenter cette découverte et l'intérêt que représente pour nous le site archéologique de la piscine dans l'histoire régionale. Voilà, donc bonne conférence. Bonsoir, donc Clément m'a introduit, donc je m'appelle Christophe Delage, je suis préhistorien et donc je vais vous présenter un petit peu ce site de la piscine. Un petit hommage quand même à monsieur Pierre Marcel, donc c'est très honoré d'avoir la famille de Pierre Marcel ici. Pierre Marcel qui est le premier en 1964, le 24 mai, à attirer l'attention sur la découverte du site et puis qui a investi des années de sa vie et beaucoup de son temps à ce site, vraiment exceptionnel pour le patrimoine d'ici. Donc je vais vous présenter, on va commencer par un peu parler d'historique des recherches. Donc le site a été découvert le 24 mai, il y a 45 ans exactement. La piscine même, donc si vous êtes devant Morillon, vous voyez où est la piscine municipale. La piscine avait été construite en 1964. Lors de ces travaux, quelques silex taillés avaient été découverts qui pourraient remonter à ce qu'on appelle le paléolithique moyen, peut-être entre 100 000 et moins 100 000 et moins 50 000, associés à ce qu'on appelle l'homme de Néandertal. Et puis, 2 ans plus tard, il y avait un projet de créer un jardin public juste à côté, adjacent à la piscine. Donc le bulldozer passe et va bouleverser les niveaux supérieurs du site. Et donc, aussitôt, il y a Pierre Marcel qui habitait ici, qui est alerté, qui vient et qui prévient la ville, qui clôture le site, qui protège le site aussitôt. Et bon, je le répéterai sans doute pas tout au long, mais la ville, au cours de ces 20 années, va vraiment s'investir pour clôturer plusieurs fois le site, construire l'abri par-dessus, et puis apporter tous les moyens nécessaires, notamment l'eau pour le tamisage, le lavage du matériel, et l'électricité aussi, donc vraiment les conditions de travail qui étaient bonnes pour pouvoir mener ces recherches ici. Donc les 2-3 premières années, ça va être un travail assez ingrat. Donc je vous montre un peu ici, si vous voyez un peu, bon maintenant c'est tout clôturé, vous avez la route juste à côté, la palissade, et ici c'est où se trouve l'abri. Donc à l'époque le bulldozer est passé, vous voyez il y a des tas partout, c'est vraiment le chaos total. Et donc, le premier travail de Pierre Marcel à l'époque, c'est de tamiser tout ça. Et au cours de cette phase de tamisage, il va retrouver beaucoup de matériel, notamment les objets un peu emblématiques de ce site préhistorique. C'est les objets d'art qu'on va voir tout à l'heure, notamment le bois de renne gravé et puis aussi le nucléus ocartes gravé. Ça va être tout trouvé dans ces déblais ici au cours des années 66-67. En 1968, c'est vraiment l'année du début des fouilles. Et Pierre Marcel, donc voilà un peu la situation. Donc la route se trouve ici, la haie ici, l'abri se trouve ici. Et donc Pierre Marcel va creuser une tranchée, qu'on appelle le sondage 1968, ici, comme vous voyez, qui va donner les premières indications qu'en dessous, il y a du matériel en place. Donc le site archéologique existe bien, il n'a pas été tout bouleversé par le bulldozer, il y a encore du potentiel à fouiller. Donc c'est ce qui va les occuper cette première année, avec aussi encore du tamisage de tous ces déblais. 1969, pas de fouille, mais c'est l'année où il construit l'abri, le premier abri, avant c'était à l'air libre. Et il construit cet abri, nettoie le site en vue d'une excursion de l'Association internationale du Quaternaire. C'est des géologues et des préhistoriens, donc c'était quand même un immense honneur qu'il s'arrête à la piscine à cette époque-là, alors que ça venait juste de commencer, mais c'était un des sites qui avait le plus de potentiel au niveau de la préhistoire de l'archéologie de la région. Ensuite, une nouvelle phase de fouille, 3 ans, 1970-72, et au cours de cette phase, il va étendre le sondage, ici dans cette partie, donc sous l'abri, et il va commencer à travailler à l'extérieur, donc dans cette zone-là, ce qu'il appelle le talus ouest, où il y a aussi énormément de matériel en place.
Donc voilà une autre vue des fouilles, donc le sondage initial, et ils étendent la fouille un petit peu partout. Donc beaucoup de travail. On va voir dans une minute, je vais vous montrer un peu tout ce qui a été trouvé de ces différentes phases de fouille. Et si vous voyez, on voit très bien ici, donc le sol initial venait à peu près à cette hauteur-là, descendait, donc le bulldozer est passé ici et a bouleversé un peu tout ça, et donc la fouille a ensuite repris pour essayer de retrouver les niveaux en place et de retrouver des vestiges des chasseurs-cueilleurs, des hommes préhistoriques qui ont vécu à quelle époque, point d'interrogation. On va essayer de répondre à ça tout à l'heure. Et puis la dernière phase de fouille, 1974-82, la plus longue, la plus riche, et celle qui va apporter le plus de vestiges. Alors il continue encore un petit peu sur le talus jusqu'en 77, mais ça ne livre pas trop de vestiges, donc il ne va pas s'investir dans cette zone-là, surtout qu'au niveau de la compréhension des couches, c'est assez difficile, et puis il n'arrive pas à faire le raccord avec les couches en place ici, donc bon, ça montre un peu la complexité du site à ce niveau-là. Donc il va se concentrer sur les zones, excusez-moi, sur les zones bleues et marron. Il va en fait découvrir, comme vous voyez ici, il va découvrir une grotte, ou un démarrage de ce qu'il considérait comme une grotte. Et pour lui, cette zone-là, essayer de fouiller cette grotte avait un énorme potentiel. Donc vous voyez, les fouilles vont jusqu'en 1982, elles s'arrêtent en 1982 officiellement, mais il avait vraiment prévu il s'arrêtait pour étudier le matériel et publier 10 ans de recherche sur le site. Donc il voulait vraiment étudier le matériel, le publier, il avait vraiment tout prévu pour ça, le tri était très avancé, le matériel marqué, et c'était vraiment du très bon travail. Et puis il avait donc prévu de revenir et de fouiller cette zone-là, notamment cette grotte, et puis il n'a jamais eu l'occasion de revenir pour différentes raisons personnelles et professionnelles. Mais il y avait encore, de son point de vue, il y avait encore un énorme potentiel pour reprendre des fouilles. Donc je le mentionne comme ça parce que souvent on demande est-ce que vous allez revenir sur le terrain et retravailler? Donc bon, ça c'est une chose qui est à voir, il faudra voir ce qui se passe dans les années à venir. Mais au niveau du site même, en tout cas, il y a du potentiel pour reprendre des fouilles et continuer les recherches ici. Donc voilà, point très très positif pour ce site. Donc voilà un petit peu au niveau relativement bref, au niveau de l'historique des recherches. Maintenant, je voudrais vous présenter dans cette deuxième partie un peu ce qui a été trouvé. Donc les niveaux en place, ils sont vraiment très très riches. Ils ont livré beaucoup de matériel. Donc vous voyez quelques vues ici avec des bois de renne bien conservés. Les restes animaux sont vraiment très très bien conservés. Il y a des régions où, parce que les sols sont très acides notamment, toute cette faune, ça a tout disparu. Ici c'est vraiment tout très bien préservé. Donc là encore, il y a un énorme potentiel pour reconstituer la vie de ces hommes préhistoriques. Puis il y a d'autres choses que... bon, il se trouve que Pierre Marcel, on parle là quand même des années 70, 60-70, et à l'époque, c'était quand même au niveau des méthodes de fouille et de la reconnaissance des vestiges qu'on trouve dans la terre, comme ça, c'était vraiment ce qu'on trouvait de mieux, parce qu'il a réussi à déterminer, bon, il y a des tas d'autres sites préhistoriques qui ont été fouillés à la même époque, où les préhistoriens, les archéologues sont passés à travers des tas de foyers, des zones de combustion comme ça, ils ne les ont pas remarquées, ou ils disent qu'il y en avait, mais ils ne les ont pas enregistrées, alors que Pierre Marcel les a toutes reconnues, il les a bien fouillées, on a les documents pour ça, et même celle qu'on vous montre ici, qui est la plus belle, je ne sais pas si vous la voyez, donc les sédiments, c'est du limon, c'est un peu jaunâtre, c'est des sédiments fins, et vous voyez ici une zone beaucoup plus noirâtre, avec des charbons de bois, vraiment, on arrive à les différencier très très bien. Et alors à l'époque, celui-là a été fouillé à la fin, au début des années 80, 80, 81, 82, et à cette époque-là, il a même décidé de faire appel à des techniques qu'on ne trouvait quand même pas trop à l'époque. Pour le préserver, il a fait faire des moulages, différentes phases de moulage en cours de fouille. Tout est préservé ici au musée de Montmorillon, on a les moulages des différentes phases, donc c'est vraiment aussi un témoin supplémentaire. On a les relevés, on a les photos, et aussi on a ce moulage de ce foyer qu'on appelle le foyer E15, qui est le plus célèbre des structures d'habitat que Pierre Marcel a pu découvrir. Alors je parle de célèbre, il y en a une curieuse, qu'on trouve très très peu dans la région quand même. Il a trouvé une fosse, donc imaginez une fosse comme ça ici,
Et dans cette fosse, on trouvait des blocs de schiste, donc une roche qui est pas trop locale, ça vient du Massif central, donc ça peut être drainé par la Gartempe, donc on peut en trouver ici des galets. Et alors toute cette partie-là, vous savez peut-être pas ce que c'est des os animaux, mais c'est un cheval. Un cheval a été enterré dans cette fosse. Donc, bon, c'est quand même assez rare de voir des choses comme ça. Et c'est, bon, à ce stade, on n'a pas encore commencé les études, donc on ne peut pas vous en dire plus, je vous montre juste cette petite chose comme ça. Mais il semble que peut-être le cheval, en tant qu'animal, avait peut-être un statut particulier pour ces chasseurs-cueilleurs. Ils le chassaient très très peu. Donc on le trouve dans cette fosse. Alors est-ce que c'est un rituel particulier? Ça, on verra si on peut le mettre en évidence. En tout cas, c'est pas... ça paraît pas une zone de déchets, il est en position anatomique. Là, on a le crâne et puis on a le reste après, ensuite. Donc, il y a un cheval qui était enterré intentionnellement ici. Et on trouve le cheval aussi dans l'art, dans les gravures. Donc, il se passe quelque chose avec le cheval sur ce site de particulier, assez intéressant. Voilà. Donc en parlant des animaux, le principal animal chassé, c'est bien sûr à cette époque-là, c'est le renne. Je vous ai mentionné aussi le cheval parce qu'on trouve quelques os aussi. Il y a d'autres animaux comme l'antilope saïga, et puis on trouve aussi des restes d'oiseaux, des restes de poissons, et une quantité énorme de petits rongeurs. Donc, à voir, il est possible que les rongeurs viennent au moment où ces chasseurs-cueilleurs n'habitaient plus sur le site. Donc ça montrerait des phases d'occupation et puis d'abandon du site. Donc tout ça, ça a un énorme potentiel. En plus, ces petits rongeurs sont très très intéressants. Ils sont très sensibles au changement climatique. Donc ils vont pouvoir nous donner beaucoup d'informations sur ces aspects-là de l'environnement, le climat, à l'époque d'occupation du site. Encore une fois, point d'interrogation, on ne sait pas tout de suite, on en parlera tout à l'heure. Et donc à partir de ces restes animaux, notamment le renne. Alors le renne, moi j'aime bien dire que, bon, on dit souvent chez nous dans nos campagnes que tout est bon dans le cochon, et pour eux, leur cochon, c'était le renne. Ils prenaient tout dans le renne. Ils utilisaient les bois, les os, les dents, la peau, la viande, les tendons, ils utilisaient absolument tout. Et donc dans les bois et les os, ils extrayaient des baguettes, et à partir de ces baguettes, ils faisaient différents types de ce qu'on appelle des outils en os. Vous voyez des pointes ici, ça c'est des aiguilles à chat, vous voyez le petit trou, le chat, c'est l'ancêtre de nos aiguilles en métal à l'heure actuelle, donc pour coudre les vêtements ou leurs tentes, des choses comme ça. Donc on en a quand même une certaine quantité sur le site ici, et tout ça, ça a été retrouvé par Pierre Marcel avec les techniques de fouille qu'il avait développées à l'époque. Bien sûr, des silex taillés. Alors l'inventaire qu'avait fait Pierre Marcel à partir du tamisage des déblais, donc 1966-67, il en était à 28 000 déjà, sans compter toutes ces années de fouilles. Donc on en a peut-être une centaine de mille de silex taillés. Donc ça va nous occuper un certain temps, si on veut étudier tout ça correctement. Mais bon, c'est des témoignages importants de ces chasseurs-cueilleurs. Donc voilà un peu des planches. Et alors, ben, sur les sites préhistoriques, on trouve rarement des restes humains. Et ici à la piscine, on a plusieurs restes humains. Vous voyez un fragment de hanche ici. Et on a 2 prémolaires. Alors on a une photo que d'une seule ici. Donc on a trois morceaux d'hommes. Dans les années à venir, on va essayer de les dater pour être sûr que ça date de cette époque-là, parce que ça pourrait être plus récent. Bien qu'on n'a pas d'occupation plus récente sur le site, qui pourrait être néolithique ou des périodes historiques, ce serait dommage que ce soit du médiéval, alors qu'on parle de choses préhistoriques, là on se serait vraiment planté, donc c'est mieux d'être sûr de quoi on parle. Donc on va vraiment les dater directement, et si ça nous donne par exemple moins 15 000, bon, ben, on sera très content, et on aura des restes humains préhistoriques anciens. Donc voilà. Nos chasseurs-cueilleurs ici ramenaient aussi beaucoup de minerais de différentes couleurs, le noir, du manganèse, mais dans certains cas ils peuvent utiliser aussi des charbons de bois pour faire de la peinture noire. Ils utilisaient du jaune et du rouge aussi, donc ils broyaient tout ça, ils mélangeaient ça avec un liant, qui pouvait être de l'eau ou autre chose, et puis ils pouvaient faire de la peinture. Et on trouve pas mal
de restes archéologiques qui sont couverts de peinture, notamment le nucléus au cortex gravé, il semble qu'il était peint en rouge aussi, donc bon, très bien. Les éléments de parure, ce qu'on appelle éléments de parure, c'est tous ces objets qu'ils utilisaient pour faire des colliers, des bracelets, et puis pour aussi certainement décorer leurs vêtements. Et on en a trouvé aussi une très bonne quantité ici à Montmorillon, à la piscine. Je vous en présente un qui est assez spectaculaire, c'est une dent d'ours. Vous imaginez une canine d'ours énorme, magnifique, et donc ils ont creusé ce trou ici, et puis donc ça servait de pendentif sur un collier, voilà. Mais on a trouvé aussi beaucoup de coquillages qui venaient certainement de l'Atlantique. Alors il y aura une étude bien sûr là-dessus pour voir d'où ça vient et toutes ces choses-là, mais on a trouvé beaucoup de coquillages et de dents animales, notamment de carnivores qui étaient perforés et qu'ils utilisaient. Donc aussi intéressant à ce niveau-là. Et puis, ce qui est toujours plus attractif, même si le reste c'est important pour nous pour reconstituer la vie. Mais on a trouvé beaucoup de coquillages et de dents animales, notamment de carnivores qui étaient perforés et qu'ils utilisaient. Donc aussi intéressant à ce niveau-là. Et puis, ce qui est toujours plus attractif, même si le reste c'est important pour nous pour reconstituer le total de ces chasseurs-cueilleurs, mais bon, l'art, c'est toujours très particulier, hein. Tout le monde aime Lascaux, donc quand on trouve des objets d'art, c'est magnifique. Et donc ici, à la piscine, on a une chance, voilà, donc c'est l'objet le plus emblématique que Pierre Marcel a trouvé dans les déblais. Malheureusement, il n'est pas en place, mais celui-là aussi, il sera nécessaire certainement de le dater pour être vraiment sûr qu'il est de nos époques préhistoriques, même si, au point de vue de la facture, du style, des dessins gravés, il n'y a pas de doute que c'est de ces époques-là. Donc actuellement, Pierre Marcel avait fait une étude très détaillée, il avait prévu de la publier, et puis, bon, on ne sait pas pour quelle raison, c'est resté à l'état de manuscrit. Donc il avait reconnu les deux faces de ce bois gravé portaient des gravures, des têtes de chevaux. Il a interprété ça comme des chevaux. Donc vous en avez une ici, une autre là. Celle-là est un peu plus claire. Vous la voyez? Vous voulez que tout le monde la voit? Oui. Voilà. Il y en a une autre ici, une troisième, donc avec l'œil, le museau ici, et une quatrième ici. Et donc, oui, je parle du mort. Quand on parlera du dossier, on va revenir dessus sur cet objet. On a des choses à vous présenter dessus, donc on s'y attardera un peu plus. Voilà un objet aussi. Pierre Marcel a publié celui-là. Donc c'est un objet très, très rare pour porter de l'art et de la gravure. Alors ça, vous voyez, c'est un bloc de silex. Donc ils l'ont taillé, ils ont obtenu des lames, ils ont fait des outils à partir de ça. Et en plus de ça, sur cette partie de calcaire ici, qu'on appelle cortex, ils ont gravé quelque chose, et vous voyez le dessin qu'a réussi à extraire Pierre Marcel, et il pense que c'est une tête de cheval, avec la crinière ici, peut-être l'œil ici, et puis le début du cou par là, la ligne du dos. Je ne sais pas si vous voyez plus ou moins. Et donc cette partie-là a encore des traces de peinture rouge en certains endroits. Donc elle était certainement peinte. Très bel objet aussi, extrêmement rare, que l'on trouve sur le site. Et puis en termes d'art, on a une quantité d'objets. Là, je vous en présente juste quelques-uns. Alors bon, tout ça, encore une fois, c'est la première étape. Vous présentez ces choses-là, qui est liée à une sorte de petit bilan, état des lieux de la situation à la fin des fouilles de Pierre Marcel. On n'a pas encore commencé l'étude du matériel, donc on va en trouver encore des tas et des tas de gravures. Donc vous voyez par exemple cet os ici, il a des gravures.
Alors sur de l'os, en général, il faut faire très attention parce que c'est peut-être des marques de silex liées à la découpe de la boucherie. Mais quand ça paraît agencé ou pas lié à la boucherie, bon, on parle plus d'aspect symbolique. Et quand vous voyez sur celui-là, c'est agencé d'une telle manière, alors ça représente peut-être un animal, avec une tête ici, et puis des cornes à voir, peut-être une sorte de cervidé, ou bon, peut-être quelque chose de non figuratif, pourquoi pas. Quand on parle de non figuratif, vous voyez sur ces saguets, sur la partie biseau, on voit ces lignes qui sont enchevêtrées un peu comme ça, et là on en a plusieurs comme ça. Donc il y a vraiment, ils ont investi, ils ont gravé pas mal d'objets, plus en voilà un autre, ici on a juste un dessin, on ne l'a pas encore retrouvé dans le matériel, mais il est quelque part. Donc il y en a quand même une quantité. Pierre Marcel nous dit qu'il y en a plusieurs centaines d'objets en os qui portent des marques qui ne seraient pas comment dire, utilitaires ou liées à des activités de boucherie. Donc voilà, ça c'était un peu pour ce qui a été trouvé et vraiment le potentiel de ce site. Alors, bon, est-ce que quelque part, d'un point de vue archéologique, le site il est vraiment intéressant? On peut se poser la question, donc je vais essayer de répondre favorablement à cette question quand même. Donc déjà au niveau des fouilles, parce que le site a été fouillé de 68 à 82, donc c'est quand même relativement ancien, ça fait une trentaine d'années, et on peut vous dire que pour l'époque, Pierre Marcel s'était donné vraiment toutes les chances de vraiment bien travailler. Donc déjà, il utilisait un carroyage qui faisait 1 mètre sur 1 mètre. Tout ça, c'est les techniques qu'on utilise à l'heure actuelle, il n'y a vraiment pas de doute. Il faisait des relevés de tout le matériel, ensuite couverture photographique de tout, et on a des centaines et des centaines de photos. Tous les objets étaient numérotés, il y a un carnet à côté avec tous les numéros, et une sorte d'inventaire de tous ces objets qui ont été vus sur le terrain. Et puis ensuite, il y avait tamisage à sec et à l'eau. Alors le tamisage à l'eau, il était très peu pratiqué encore à l'époque, mais pour des périodes comme celle qui nous intéresse ici, le tamisage à l'eau permet de retrouver des objets très très petits, surtout si on utilise des tamis avec des mailles très petites. Et ça lui a permis de retrouver les vertèbres de poissons et tous ces rongeurs, et, entre autres, et aussi des tas d'outils de silex, parce qu'à l'époque, il faisait des outils de silex vraiment très très petits, qu'on appelle des microlithes, entre autres, puis les éléments de parure, les petits coquillages perforés, qu'on appelle les dentales, tout ça, ce serait passé à travers. Les fouilles du début du XXe siècle, du XIXe siècle, ont raté tout ça. Et donc, en termes de fouilles, ça a été superbement fait. Tout le matériel est maintenant revenu ici à Montmorillon, est ici, donc vraiment en termes de fouilles, de gestion des collections, on a vraiment des conditions parfaites. Voilà à propos des différentes étapes. Donc station de lavage ici, il y avait l'eau qui arrivait directement, donc il lavait avec les tamis, voilà, des tamis émail très très fines. Ensuite, c'était séché en différents endroits, donc vous voyez la station de séchage, après de marquage. Il y avait une table ici avec plusieurs personnes qui triaient le matériel, donc vraiment... le travail a vraiment été très très avancé par rapport à ces années-là. Puis on trouve, maintenant c'est des méthodes de travail qui sont pratiquées à l'heure actuelle, c'est-à-dire la fouille et le laboratoire en même temps, pour ne pas perdre trop de temps, et lui il faisait déjà ça à l'époque, donc c'est quand même assez admirable, je trouve, parce que je travaille sur d'autres sites, par exemple en Charente, et bon, c'est pas tout à fait ça quand même. Donc, quelque chose d'important pour nous, c'est où est-ce qu'on se place? Quel est l'âge ou la date un peu de ce site? Parce que là, c'est un peu vague, c'est bien, mais c'est un peu vague tout ça. Donc, au vu notamment des silex taillés et des outils sur os qu'on a trouvés, on pense que ça se situe au sein du Paléolithique supérieur. Je ne sais pas si, juste pour brièvement, l'histoire de l'humanité remonte à 7 millions d'années. Et puis, on utilise ce mot paléolithique. Lithique, ça veut dire pierre, et paléo, pierre ancienne. Et donc, ces 7 millions d'années ont été divisées en 3 phases, paléolithique ancien, paléolithique moyen et paléolithique supérieur. Donc, on se situerait ici dans le paléolithique supérieur, moins 35 000, moins 10 000. Mais encore que, là, on parle d'une période de 25 000, 30 000 ans. Donc, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Et pour ça, Pierre Marcel, donc voilà une coupe un peu de la succession de ces différentes couches, Pierre Marcel avait remarqué qu'il y avait plusieurs couches
dans lesquels il y avait ces vestiges archéologiques superposés. Et donc, bon, ça nous donne déjà quelques indications que les chasseurs-cueilleurs sont revenus ici à différentes époques. Mais, bon, encore une fois, quelle époque, quelles époques sont concernées? Toujours la question. Alors, bon, pour répondre à ces questions-là, les archéologues ont en général deux méthodes. C'est faire des datations, comme j'en ai parlé un petit peu, notamment pour ces périodes-là, enfin, celles que vous en avez sans doute entendu parler. La méthode la plus connue, c'est le radiocarbone, le carbone 14, qui est sur matière organique, alors de l'os ou des charbons de bois. Elle n'a pas été encore appliquée sur le site. En général, pour vraiment savoir, pour avoir vraiment la réponse, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Donc dans les années à venir, on passera par là, nous aussi, ici sur le site de la piscine. Bon, malheureusement, une date, ça coûte 400 €. Donc bon, on verra un peu à l'avenir comment on peut organiser tout ça, mais ce sera essentiel de dater ce site, sinon... Pour la rigueur de notre travail, on aura toujours des critiques et on ne pourra pas avancer au-delà d'une certaine limite. Et puis il y en a une autre qui est un peu plus grossière, on appelle ça la méthode relative. Elle fonctionne par comparaison stylistique et avant tout par la recherche de fossiles directeurs. Ce qu'on appelle fossiles directeurs, c'est des objets très très rares, souvent en silex et en outils d'os, très très rares, mais qu'on trouve sur quelques sites à un moment particulier de l'histoire de l'humanité. Et donc les archéologues recherchent vraiment ces objets qui sont très très sensibles aux changements culturels, chronologiques. Et c'est celle qui a été utilisée par Pierre Marcel pour des comparaisons artistiques, notamment le bois de Rennes gravé. Et puis, ces dernières semaines, je l'ai appliqué, j'ai retrouvé d'autres fossiles directeurs que Pierre Marcel ne pouvait pas reconnaître parce qu'à l'époque, dans les années 80, au début des années 80, quand il a arrêté, ils n'étaient pas encore identifiés. Donc ils ont été découverts et reconnus et définis au cours de ces 20-30 dernières années. Donc voilà. Le premier d'entre eux qu'on peut mentionner, c'est, alors ça il faut quand même bien les voir, on en a plusieurs, c'est des petits fragments comme ça, c'est en os, c'est dans, c'est dans du bois de Rennes. Cet objet-là, c'est une languette qui correspond à cette partie-là. D'accord ? Donc ces objets, quand ils sont complets, sont comme ça. Alors ça, c'est une reconstitution hypothétique. Au bout ici, donc dans ces fentes, on aurait des outils de silex qu'on appelle des grattoirs. Donc un peu la définition ou la fonction que l'on pense de ces objets-là, c'était des portes de grattoirs doubles. À quoi pouvaient servir ces portes grattoirs? On trouve beaucoup d'ocre en général sur ces languettes. On pense que ça pouvait servir peut-être à gratter les peaux de renne, à tanner pour ensuite faire les vêtements ou les peaux de tente. On pourrait penser qu'on en trouve partout, à toutes les époques. Et non, ces objets, on les trouve que sur quelques sites. Et alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'ils correspondent à une période chronologique très très courte. Vous voyez, entre moins 15 500 et moins 15 000. Donc, le fait qu'on en trouve un ici, ou plusieurs ici sur ce site, c'est tout nouveau et très intéressant. Ça nous permet déjà de caler un niveau à cette période-là, qu'on appelle en fait le magdalénien moyen. Donc on peut même, c'est une sous-période du magdalénien qui dure 2000 ans à peu près, qui allait de moins 16 000 à moins 14 000, moins 13 500. Et à l'intérieur de cette phase, maintenant, on peut même la diviser encore en sous-phases beaucoup plus brèves. Donc on aurait le faciès à navette. Pour nous ici, dans la Vienne, donc on peut rajouter le site de la piscine, il y en avait un de connu, c'était à côté de Civray, à Savigné, le puits au Chafaud. Alors, bon, il y a des dates ici à Lussac de 2 sites qui correspondent à cette tranche, moins 15 000, moins 15 500. Donc, bon, je l'ai mis, on peut se poser des questions, il faudrait retourner voir le matériel pour voir s'il n'y a pas des navettes. Mais en tout cas, pour vous dire d'un autre point de vue, tous ces sites, s'ils s'avéraient être vraiment contemporains et être tous de cette phase-là, ces sites ont été fouillés anciennement. Mal fouillés au 19e siècle ou au début du 20e siècle, mal fouillés et anciens.
Et donc il se trouve que pour cette phase-là, le site de la piscine, qui a été très bien fouillé récemment, enfin relativement récemment, pourrait être celui qui pourrait contribuer le plus à la connaissance dans la région de cette phase du Magdalénien. Donc ce sera assez excitant de trouver où se trouve cette phase, cette couche sur le site, de vraiment bien l'étudier, et donc on comprendra beaucoup mieux ce faciès à navette pour la région. Donc il y a vraiment un très beau petit potentiel ici. Je vous montre juste une illustration de cette grotte du Chafaud à Savigné. Petite anecdote, c'est là où on a trouvé le premier objet d'art de l'histoire des recherches au milieu du 19e siècle. Le voilà. Voilà, donc on a pour l'instant 2 sites connus, on en aurait peut-être 4 pour cette phase-là. Ensuite, un autre outil très très particulier qu'on appelle les saguets de type Lussac-Angle. Pourquoi Lussac-Angle? C'est qu'on les trouve beaucoup sur un site à Angle-sur-Langlin, le Roc aux Sorciers, que vous connaissez sans doute. Et puis à Lussac, la grotte de la Marche et la grotte des Fadets, on trouve beaucoup de ces petites pointes, aussi en bois de renne. Alors c'est des objets très particuliers, vous voyez la section. Donc dans ces bois de renne, ils ont sorti une petite baguette, ils l'ont poli pour faire une pointe, ils ont coupé un biseau ici, et sur la face plate, vous voyez, ils ont creusé une petite cannelure. Ensuite, cet objet, ils l'ont collé ou emmanché dans un fût végétal et ils s'en servaient de lance pour aller à la chasse. Et c'est ça qui est intéressant sur le plan culturel, c'est que déjà, ils n'avaient pas besoin de rajouter au bout cet objet en os, en bois, en bois de renne. Ils n'avaient pas besoin de coller ça au bout. Et puis, on n'avait pas vraiment besoin de faire un biseau, et surtout cette petite cannelure, elle est totalement superflue, totalement inutile pour aller chasser du renne. Elle ne va pas faire grand-chose à ce niveau-là. Et pourtant, on ne la trouve que dans la région. Donc, quelque part, on pense que c'est vraiment un marqueur culturel de ces groupes. Non seulement on la trouve que dans la région, mais encore une fois, on la trouve dans un créneau chronologique très très précis. Regardez ça, entre 14 700 et 14 000. Pour des périodes aussi anciennes, arriver à restreindre notre créneau, c'est quand même assez intéressant. Et puis, donc, maintenant, on a de plus en plus de données, et on peut se demander s'il n'y a pas un territoire de ce groupe Lussac-Angle. Et sur ce territoire, on aurait vraiment des tas de choses qui seraient caractéristiques de ce groupe. Alors je l'ai mis en carré, il semble qu'on ait deux, bon, on ne va pas les appeler des capitales, mais 2 méga-sites à Lussac, la grotte de la Marche, et puis à Angle, le Roc aux Sorciers. Alors bon, à Lussac, c'est cette grotte, la grotte de la Marche, qui a livré des milliers et des milliers de plaquettes gravées, et beaucoup d'entre elles ont des têtes humaines de profil. Vous connaissez certainement ces choses-là. C'est un site unique pour cette période-là, on n'en connaît pas d'autres. Et puis, Angle sur Langlin, le Roc aux Sorciers, cet abri sous roche, avec cette frise qui fait plusieurs dizaines de mètres de long, avec des animaux et des humains gravés. Vraiment des choses exceptionnelles pour cette période-là, donc, et des sites uniques. Donc on peut se demander quel est le statut dans le territoire, donc des méga-sites, peut-être des petites capitales. Au Chafaud, même juste en bas là, de la Vienne, on trouve des gravures et puis des dents de cheval incisées de triangles qui sont caractéristiques de ce groupe. Puis à la périphérie, dans ce coin-là, on aurait donc la piscine qui pourrait faire partie de ce groupe. Donc ce sera intéressant de l'étudier. Bon, c'est un petit site par rapport à ces méga-sites, mais il aura certainement à contribuer à notre connaissance de ce groupe, de ce territoire. En plus, juste à côté, il y a une autre fouille en cours, le taillis des Coteaux à Antigny. Donc pour les recherches en cours sur tous les sites, malheureusement à Lussac, c'est des vieilles fouilles, les sites ont été saccagés, très très mal fouillés, donc à ce niveau-là on perd beaucoup d'informations. Je vous ai dit même chose pour la région de Civray ici. Donc on aurait ces 3 sites sur la Gartempe. Il se trouve que c'est plus ou moins la même vallée. Ces 3 sites qui pourraient contribuer le plus à notre connaissance de cette phase, le groupe de Lussac-Angle. Et puis la dernière phase, ce bois de renne, donc il a été trouvé à la suite des bouleversements du bulldozer. Donc on pense qu'il a été trouvé dans les niveaux supérieurs.
En plus de ça, Pierre Marcel, à l'époque, il avait très bien étudié, nous a fait des comparaisons stylistiques avec d'autres sites très importants, comme la Madeleine et Vosges-Ribas en Dordogne, ou le Mas-Basile dans les Pyrénées en Ariège. Et pour lui, ça correspond à la face supérieure du Magdalénien supérieur. Alors là, on a beaucoup moins, là c'est beaucoup moins précis. Vous voyez, la chronologie, ça pourrait être autour entre 1500 ans, 2000 ans. Il faudra certainement renouveler les comparaisons et les connaissances au cours de ces 30 dernières années. Il y a eu beaucoup plus de connaissances de fait, donc on pourra certainement préciser un peu les choses. Et puis on a la chance, c'est un bois, donc c'est une matière qui peut être datée ou datable, donc on passera certainement à cette phase de datation au carbone 14 pour préciser un peu où on se situe. Pour cette phase du Magdalénien supérieur, on a pas mal de sites. C'est certainement la phase la plus développée, mais encore une fois aussi, là je parle d'une tranche de temps beaucoup plus grande. Donc, s'il s'avérait que la piscine avait un niveau de cette phase-là, ça pourrait certainement aussi beaucoup contribuer à notre connaissance, parce que la plupart des autres sites sont des vieilles fouilles, par le bois Arago à Goué, qui est une fouille relativement récente, qui a été très bien étudiée, publiée récemment en 2005, donc ça pourra donner des éléments de comparaison importants et intéressants. Donc au total, encore une fois, tout ça, il y a beaucoup de points d'interrogation, c'est vraiment des hypothèses de travail qui vont guider la phase suivante maintenant qui va commencer prochainement, d'étude du matériel des fouilles Pierre Marcel. Donc je vous avais mentionné la zone de la piscine. En 1964, il y aurait eu des objets qui correspondraient à l'homme de Néandertal, donc qui pourraient se situer peut-être là, avec beaucoup de points d'interrogation. En plus, le matériel, on ne sait pas où il est, donc bon, on va en rester là. Pour ce qui nous intéresse plus, c'est cette phase-là, donc du paléolithique supérieur qui correspond au Magdalénien, avec, à l'heure actuelle, en termes d'hypothèse de travail, on aurait 3 phases. Alors là, par rapport au fossile directeur que l'on a trouvé, bon, je suis assez confiant que les recherches qui vont venir à l'avenir ne vont pas remettre en cause ces phases-là. Par contre, ce sera intéressant d'étudier le matériel au sein de ces phases. On va apprendre beaucoup de ces groupes culturels à ces différents moments. Et il est possible qu'on trouve d'autres phases. Là, vous voyez, il y a des points d'interrogation là, notamment plus anciens. Peut-être qu'on pourrait, ce serait bien si on pouvait trouver quelque chose autour de moins 16 000 sur le site même. Donc, bon, on en est là pour la compréhension du site. Vous voyez, par rapport au départ, donc on aurait des occupations magdaléniens moyens et magdaléniens supérieurs. Donc par rapport aux grands sites d'art, par exemple, connus, Lascaux, à l'heure actuelle, on le date entre moins 18 000, moins 19 000, donc c'est un tout petit peu plus ancien, on se situerait 2 000, 3 000 ans plus ancien que la piscine. Mais c'est contemporain d'autres sites très importants comme Louvre, Font-de-Gaume, donc voilà. Donc juste terminer comme ça, Pierre Marcel avait vraiment très bien fouillé le site. Il avait prévu, dans tout travail d'archéologue, donc on fouille, on étudie, on publie. Donc il avait très bien fouillé le site. Malheureusement, pour différentes raisons, il n'a pas pu l'étudier et le publier. Donc on reprend où il s'était arrêté. On a retrouvé toutes les collections, toutes les archives. Donc on va pouvoir maintenant, dans les prochaines années, la phase 2, c'est étudier toutes ces collections. On va répondre à beaucoup de questions. Et après, éventuellement, si on a encore des questions ou si on veut reprendre, la phase 3, ce serait reprendre de nouvelles fouilles. Vous voyez la vue du site, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un énorme potentiel pour continuer reprise des explorations sur le terrain. Donc, voilà ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Merci. Remercier Monsieur le maire et la ville de Montmorillon du soutien et de l'intérêt continu pour le site. À la famille Pierre Marcel, et puis à tous, vous pouvez être intéressés par ce site et toutes ces recherches. Le site de la piscine. C'est Pierre Marcel, c'est avec beaucoup d'émotion et de bonheur que je vous remets cette nuit-là. Je vous remercie infiniment. Je suis très touchée.